tous, bienvenue au Festival international du tourisme 2021 dont le pays invité est le Mexique. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Clément-Marie Dichiro, qui est maître de conférence en géographie à l'Université d'Angers, où il enseigne à l'ESTUA Tourisme et Culture et il dirige le parcours Monde Latino et il mène ses recherches au sein de l'UMR CNRS Espace et Société. Donc Clément, je vais te laisser la parole et présenter ton travail. Et donc, si vous avez des questions, je vous propose de les poser dans le chat. Et puis, à la fin de l'intervention de Clément-Marie Dichiro, je relayerai vos questions et vos commentaires. Merci. Vas-y, Clément. Je peux partager du coup mon Oui, diaporama. tu peux y aller. Alors, vous devriez voir du coup le diaporama s'afficher. C'est bon. C'est bon? Tu peux y aller. Alors, attends, je ne le vois pas encore. Alors, bonjour à tous. Et puis bienvenue donc à cette conférence que j'ai choisi d'intituler les rapports ambigus entre tourisme et mouvements zapatistes dans l'État du Chiapas au Mexique. Donc c'est une présentation au cours de laquelle je proposerai une réflexion sur justement les relations qu'entretiennent le développement touristique d'une part et puis le mouvement zapatiste d'autre part, donc dans cet État du Chiapas au Mexique, qui est un État dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'État situé le plus au sud du Mexique et qui se situe, là on peut le voir en vert sur cette carte, donc à l'extrême sud, à la frontière avec le Guatemala. C'est une réflexion qui me semble aujourd'hui nécessaire, dans la mesure où le Chiapas est devenu une destination incontournable sur le plan touristique au Mexique. Les chiffres les plus récents dont on dispose, qui sont ceux de 2019, font état donc officiellement de pratiquement 8 millions de visiteurs par an, hein, enfin en 2019 en tout cas, 7 700 000 exactement. Il s'agit principalement de tourisme domestique, hein, c'est surtout une destination pour les touristes mexicains, même s'il y a quand même 1 million de visiteurs internationaux pour la même année. Donc on est à un rapport de 10% à peu près de tourisme international et de 90% environ, pratiquement donc de 80-90% de tourisme plutôt domestique. Et donc c'est une destination qui doit notamment son succès et sa renommée à un patrimoine culturel particulièrement riche. On peut citer quelques exemples, parmi lesquels donc les villes historiques, hein, les villes coloniales du Chiapas, la plus connue et la plus importante étant San Cristobal de las Casas. On peut voir donc sur ces images là, à gauche donc la cathédrale de San Cristobal qui est très connue. Autre attrait touristique, autre ressource pour le tourisme, ce sont bien entendu les vestiges archéologiques, hein, que contient le Chiapas. La photo qui se situe donc en haut de l'écran représente donc le site de Palenque, qui est une cité maya très connue également, mais on pourrait citer d'autres exemples de cités préhispaniques comme Tonina, Chincultic notamment. Et puis enfin donc des espaces naturels aussi donc assez exceptionnels. Sur la photographie qu'on peut voir donc, dans le bas de l'écran, ce sont les cascades d'Agua Azul, les fameuses cascades d'Agua Azul situées dans le nord du Chiapas. Mais alors, j'ai pas mis évidemment des photos de tous les sites naturels connus finalement au Chiapas, mais on pourrait citer également le canyon du Sumidero, par exemple, ou encore les lacs de Montebello. Donc il y a vraiment des ressources importantes pour le tourisme. Et donc, c'est une destination qui occupe aujourd'hui une place importante dans les circuits touristiques qui sont proposés aux voyageurs donc dans le sud du Mexique, notamment en raison aussi donc, de la proximité avec la péninsule du Yucatan dont vous avez tous entendu parler. Cette réflexion m'a semblé d'autant plus importante que cette place pourrait se trouver renforcée dans les prochaines années avec le développement d'un projet de train donc, qui s'appelle le Train Maya, qui est un vaste projet d'infrastructure porté par le gouvernement fédéral actuel au Mexique et qui prévoit donc dans les prochaines années la création d'un réseau ferroviaire reliant les différentes destinations du sud-est du pays. Donc voilà, première raison, je dirais, de ce questionnement, c'est l'importance prise par le Chiapas du point de vue touristique depuis quelques décennies maintenant. Le Chiapas, c'est aussi une région qui est connue au niveau international pour la présence d'un mouvement social donc, important, un mouvement social indigène que vous connaissez peut-être, qui est le mouvement zapatiste, qui est un mouvement qui a fait irruption sur la scène politique au milieu des années 90, en 94 pour être tout à fait exact, avec le soulèvement armé d'une partie des populations indiennes du Chiapas,
réunis donc sous la bannière d'une organisation qui est l'EZLN, l'Armée zapatiste de libération nationale. Alors, ce soulèvement armé n'a pas duré longtemps, il a duré quelques jours. Et très rapidement, l'EZLN a abandonné, je dirais, la voie armée, quoi, la lutte armée. Mais depuis plus de 25 ans maintenant, c'est un mouvement qui maintient une mobilisation très active pour la défense des droits et des cultures indigènes, mais aussi pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. Et c'est une mobilisation qui bénéficie donc toujours aujourd'hui d'une importante sympathie dans les milieux activistes et militants anticapitalistes dans de nombreux pays, et notamment en Europe. Alors, tourisme et zapatisme, ça peut apparaître comme des sujets relativement éloignés. Pourtant, ce que j'essaierai de montrer aujourd'hui dans cette conférence, c'est que finalement, leur histoire récente, tout au moins, est étroitement liée dans le cas du Chiapas, puisque cette région était une région relativement inconnue avant 1994, avant 1994, pardon, et que c'est une région, le Chiapas, qui doit sa notoriété au mouvement zapatiste. Il faut savoir que cette visibilité, je dirais, du Chiapas sur la scène internationale après le début du soulèvement, c'est aussi accompagné d'un intérêt croissant de l'industrie touristique pour cette région. Et au-delà même des espaces naturels, des espaces patrimoniaux dont j'ai parlé juste avant, eh bien, le zapatisme, la présence du zapatisme est devenue aussi une des caractéristiques finalement du Chiapas qui attire les touristes, dont une partie même minoritaire, mais une minorité de touristes qui vont même jusqu'à se rendre dans les territoires autonomes, dans les territoires zapatistes, pour aller à la rencontre de ce mouvement politique très particulier. Et donc les zapatistes eux-mêmes alimentent cette curiosité qui leur permet aussi donc de bénéficier de réseaux de solidarité importants au niveau international. Donc d'une certaine manière, l'idée c'est de dire qu'aussi les zapatistes ont contribué activement, que ce soit volontairement ou non, à comment je dirais, à la diffusion un petit peu et au fait que cette destination devienne connue donc dans le monde entier. Ce qui n'empêche pas une forme d'ambivalence parfois vis-à-vis du phénomène touristique, parce que à la fois les zapatistes, le mouvement zapatiste s'appuie donc sur cette visibilité internationale et sur le fait que des sympathisants étrangers se rendent au Chiapas pour visiter donc les communautés rebelles, mais que c'est aussi un phénomène, le tourisme, qui est perçu comme une menace parfois, une menace dans la mesure où elle pourrait engendrer une dépossession ou une forme de spoliation, donc, notamment de la terre et des ressources qui sont mises en tourisme. Il ne faut pas oublier, c'est très important, je le dis maintenant, mais j'y reviendrai par la suite, que l'une des revendications centrales du mouvement zapatiste, c'était l'accès à la terre. Dans un contexte, évidemment, à l'époque où c'était l'activité agricole, l'économie agricole qui prédominait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas analyser ce contexte sans intégrer le phénomène touristique qui occupe une place de plus en plus importante. Donc, mon propos va s'organiser en deux moments, principalement. Alors, j'ai du mal à voir sur ma diapositive. Ouais. Donc, dans un premier temps, j'ai appelé ça brève histoire du mouvement zapatiste. Je vais faire un petit peu une rétrospective sur ce mouvement, sur son histoire. Je n'entrerai pas forcément dans le détail parce que c'est une histoire qui a déjà été largement écrite et vous pouvez peut-être trouver d'autres sources sur ce sujet. L'idée étant de pouvoir aborder rapidement la question du tourisme aujourd'hui. Mais ça me paraissait important de donner quelques éléments de contexte et de cadrage, cependant. Pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en savoir plus sur le mouvement zapatiste, je vous invite à écouter une conférence très récente qui est parue en février de cette année, la février 2021, qui est une conférence du sociologue Bernard Duterme, qui est le directeur du Centre Tricontinental, qui est un centre de recherche basé en Belgique. Et donc sur le site internet du CETRI, il y a une très très bonne conférence que vous pouvez réécouter en podcast et qui s'intitule La rébellion zapatiste, un autre monde. Donc voilà, ça c'est pour celles et ceux qui souhaiteraient s'informer davantage sur le mouvement zapatiste. Donc, je vais poser maintenant un petit peu quelques éléments de contexte qui vous permettront de comprendre un peu dans quel contexte se déroule le développement du tourisme. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le Chiapas, c'est un État du Mexique, un des 32 États que contient le Mexique. C'est l'État qui se situe donc à l'extrême sud, je dirais, du pays, État frontalier donc avec le Guatemala. Une des particularités qu'il faut connaître concernant le Chiapas, c'est que c'est aussi l'État le plus pauvre du Mexique. Je peux donner quelques chiffres peut-être qui permettront de prendre la mesure des problèmes de pauvreté qui perdurent aujourd'hui au Chiapas. En 2019,
Selon les chiffres officiels, les chiffres du gouvernement mexicain, la pauvreté touchait plus de 3 personnes sur 4. On était à un pourcentage qui était de l'ordre de 76%, un peu plus de 76% de la population du Chiapas qui vivait dans une situation de pauvreté, ce qui est beaucoup plus que la moyenne nationale. Au niveau national, au Mexique, on est à un peu plus de 40%, un peu moins d'un Mexicain sur 2 qui est concerné donc par cette situation, sachant que si on se focalise sur ce qu'on appelle la pauvreté extrême, eh bien ça touche au Chiapas en 2019 encore pratiquement 30% de la population, 29,7%. Donc ça, c'est vraiment pour donner quelques données, un peu de données statistiques de cadrage qui donnent une idée du contexte. On est également dans un État qui reste un État rural, profondément rural. Il existe des grandes villes au Chiapas. On peut penser à la ville de San Cristobal, dont j'ai déjà parlé, qui est une ville de un peu plus de 200 000 habitants, ou à la capitale de l'État, Tuxtla Gutiérrez, qui est une ville dont la population avoisine aujourd'hui 600 000 habitants à peu près. Donc il y a des grosses villes, mais c'est un État qui est, vous pouvez voir l'échelle sur cette carte, c'est un État qui est très étendu. Donc on a une population quand même assez dense, mais une population rurale. Et aujourd'hui, on est à peu près autour de 5 millions d'habitants pour la population totale donc, de cet État. Si on regarde un petit peu historiquement, maintenant, je dirais sur les quelques repères un petit peu chronologiques pour comprendre l'histoire du Chiapas, il faut savoir que c'est un État qui est resté très longtemps oublié des autorités mexicaines, au moins jusqu'aux années 70, voilà, avec certains auteurs parlent d'une situation d'oubli chronique, je dirais. On est très éloigné de Mexico, très éloigné des centres du pouvoir politique et économique. Je crois qu'il y a un micro qui doit rester branché. Donc, une situation donc d'oubli, d'éloignement qui va durer jusqu'aux années 70. Et puis, dans les années 70, un changement d'attitude des autorités mexicaines, avec un regain d'intérêt donc assez rapide, finalement assez brusque pour le Chiapas, qui va devenir donc l'objet de politiques publiques importantes. Ça s'explique pour plusieurs raisons. Il faut savoir que dans les années 70, il y a des enjeux géopolitiques, géostratégiques importants. Il faut savoir que l'Amérique centrale, les pays voisins, le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador, sont des pays qui connaissent des conflits armés importants, des guerres civiles, avec donc il y a une nécessité, je dirais, pour le gouvernement mexicain à cette époque de renforcer le contrôle de sa frontière sud. Donc ça, c'est une première raison. Et puis l'autre raison, c'est qu'il y a des ressources importantes pour le développement économique du Mexique, au Chiapas. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive, mais il y a notamment des ressources en eau qui sont très importantes parce qu'elles ont permis de construire des barrages hydroélectriques et une grande partie de la production d'électricité au Mexique et donc vient de cet état, donc du Chiapas. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir des années 70, donc on a une sorte de changement dans les relations, je dirais, entre le centre du pays, le pouvoir central finalement, et puis le Chiapas. Cette sorte d'oubli, cette situation que j'ai décrite un petit peu avant et qui dure jusqu'aux années 70, c'est une situation qui a permis au Chiapas le maintien d'une structure sociale très inégalitaire, marquée par un racisme très très fort qui s'exerce à l'encontre des populations indiennes. Et certains auteurs, spécialistes du Chiapas, des historiens notamment, vont jusqu'à décrire un système quasi féodal avec une exclusion des populations indigènes de l'accès à la propriété de la terre, et puis avec des structures économiques, avec notamment dans le milieu rural des grands domaines agricoles, des grandes propriétés possédées par une bourgeoisie métisse et dans lesquelles vont travailler donc comme employés agricoles dans une situation proche du servage, même parfois, donc des populations indiennes. Alors ça peut paraître un petit peu schématique, j'en suis conscient parce que là, je dois aller vite pour cette présentation, mais il y a des travaux, pour ceux qui souhaiteraient là encore en savoir un petit peu plus, je vous invite, il y a pour moi un livre qui est la meilleure synthèse en français, je dirais historique sur le Chiapas. Ce sont les travaux évidemment de Jérôme Bachet, un historien français spécialiste du Chiapas que je vous invite à lire. Donc voilà, ça décrit un petit peu, je dirais, le contexte social. Chose importante aussi, c'est que ces inégalités, ces structures sociales, ce contexte social et économique va se traduire par une forte conflictualité sociale, une conflictualité ancienne liée notamment aux luttes agraires des populations indigènes. Pour ceux qui connaissent un petit peu le mouvement zapatiste, c'est un mouvement qui se revendique dans une sorte de filiation avec ces luttes agraires qui datent même de plusieurs siècles, qui peuvent remonter d'une certaine manière jusqu'à l'époque coloniale. Donc une forte conflictualité sociale. Autre chose importante à prendre en compte, ce serait le troisième point de cette diapositive,
c'est le fait qu'à partir des années 70, le Chiapas va devenir une sorte d'espace refuge, c'est comme ça, c'est le terme que j'ai utilisé ici, pour des dissidents donc, originaires d'autres régions du Mexique, notamment du centre du Mexique, de la ville de Mexico, mais aussi du nord du Mexique, notamment de la ville de Monterrey. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, fin des années 60, début des années 70, on est dans une période au Mexique qui est marquée par une très forte répression des mouvements sociaux et des dissidents politiques d'une manière générale. C'est une période historique qu'on a parfois qualifiée de guerre sale, la guerra sucia. Pour donner quelques repères un petit peu, en 1968, en octobre 68, il y avait eu un massacre très connu à Mexico au moment d'une manifestation étudiante, le massacre des étudiants de Tlatelolco, de la place des Trois Cultures, donc à Mexico. Donc ça, c'est 68. 1971, il y a encore des mouvements étudiants qui sont très, très durement réprimés. Et donc ça va provoquer une chose, c'est que comme cet espace, le Chiapas, est peu connu, qu'il est très isolé à cette époque-là, eh bien certains militants, certains activistes de gauche, notamment d'obédience maoïste, guévariste finalement, vont en quelque sorte s'établir, fuir je dirais, les régions dans lesquelles ils sont un petit peu persécutés et s'établir au Chiapas, notamment dans certaines zones rurales du Chiapas et dans la forêt Lacandone. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces militants révolutionnaires, eh bien, il y a une rencontre qui va se produire là entre des histoires politiques et des luttes politiques différentes, avec d'un côté des militants urbains, plutôt métis finalement, voilà, d'obédience maoïste, guévariste, et puis des luttes agraires indigènes finalement, voilà, à la fois donc des mouvements agraires et puis aussi une influence forte au Chiapas de ce qu'on appelle la théologie de la libération, qui était un courant de l'Église catholique, un courant marxiste de l'Église catholique. Donc l'évêque de San Cristobal a aussi contribué à cette époque-là à diffuser cette idéologie, ce courant de l'Église catholique. Et donc ce qui est intéressant, c'est que pendant quelques années, là, à partir des années 70, va se produire une sorte de rencontre, d'hybridation finalement entre des cultures politiques différentes. Et c'est cette hybridation qui va donner naissance au mouvement zapatiste, avec en 1983 donc la création de l'EZLN, l'Armée zapatiste de libération nationale, qui est alors une organisation clandestine révolutionnaire. Voilà, j'arrive à la suite. Donc, cette clandestinité dont j'ai parlé, de l'organisation de l'EZLN, donc, va durer jusqu'en 1994, puisque c'est le 1er janvier 1994 que se produit la première apparition publique des zapatistes, avec une décision donc, de la part de l'EZLN de prendre les armes contre l'État mexicain, contre le gouvernement mexicain. Donc, en janvier 1994, il y a un document qui est publié, donc qui est la première déclaration de la forêt Lacandone, qui est un texte très, très connu, très célèbre, que vous pouvez trouver sur Internet et qui a été traduit dans de très nombreuses langues. Et quand on lit ce texte, c'est vraiment une déclaration de guerre au gouvernement mexicain, voilà, qui invite le peuple mexicain à prendre les armes pour faire tomber donc, le gouvernement. Pourquoi cette décision finalement de prendre les armes? C'est une décision qui a été prise quelques temps plus tôt, quelques années plus tôt. Il y aurait tout un. Alors c'est une décision complexe, évidemment, qu'on ne peut pas réduire à un ou deux facteurs, mais il y a un événement quand même qu'il faut connaître. C'est que 2 ans donc, avant 1994, donc en 1992, il y a eu une réforme au Mexique, la réforme de la Constitution, finalement, qui met un terme, c'est l'article 27 de la Constitution, donc, et c'est une réforme qui va mettre un terme, un coup d'arrêt à la réforme agraire, c'est-à-dire à la redistribution des terres aux paysans, finalement, qui avait été démarrée, enclenchée après la Révolution mexicaine. Alors, dans un État rural comme le Chiapas, où la population n'a pas accès à la terre et vit de l'agriculture essentiellement, c'est un enjeu social énorme. Et donc, l'interruption, l'arrêt qui est mis à la réforme agraire va être la goutte qui fait déborder le vase un petit peu, l'élément déclencheur qui va motiver la décision donc, de prendre les armes. Il faut bien comprendre que cette réforme, qui est une réforme libérale, qui ouvre la possibilité de privatiser notamment ce qu'on appelle les ejidos, donc les terres qui ont été distribuées dans le cadre de la réforme agraire donc, aux populations rurales du Mexique durant le XXe siècle. C'est une réforme qui s'inscrit donc dans un projet de libéralisation de l'économie mexicaine, et c'est un des préalables, un des prérequis finalement à la ratification de l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Canada, donc, qui entre en vigueur le 1er janvier 1994. Donc c'est important de savoir, de comprendre que ce soulèvement armé, c'est une date hautement symbolique qui a été choisie, donc le 1er janvier 1994. Je reviens peut-être à cet événement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, donc on a en 1994, c'est une vraie déclaration de guerre
là, pour comprendre justement, c'est important de situer ce choix dans la tradition politique guévariste, maoïste, avec l'idée que l'idée, c'est pas seulement d'avoir une insurrection locale, mais c'est que ce soit le Mexique entier, finalement, qui, dans son ensemble, rejoigne les zapatistes, avec cette idée que c'est un peu l'insurrection du Chiapas va être un petit peu l'étincelle qui va mettre le feu à la plaine, en gros, quoi, et voilà, que les Mexicains vont adhérer à cette décision et suivre. Les zapatistes eux-mêmes donc, vont prendre position militairement en janvier 1994 dans un certain nombre de villes du Chiapas, dont San Cristobal, en occupant certaines mairies. Il s'ensuit une période de 12 jours, une période d'affrontement armé qui va être très courte, une douzaine de jours seulement. Vous imaginez bien que le ZLN ne peut pas rivaliser militairement avec l'armée mexicaine. Et puis, contrairement aux prédictions des zapatistes, la réaction de la société mexicaine n'est pas celle qui était attendue, puisque les Mexicains ne vont pas se soulever, ne vont pas prendre les armes, mais vont se mobiliser. Par contre, il y a des manifestations très importantes dans les grandes villes mexicaines, qui sont des manifestations qui demandent l'arrêt des combats, le cessez-le-feu, et qui expriment par ailleurs une solidarité avec les revendications zapatistes. Donc l'idée, c'est ce qu'exprime à ce moment-là le peuple mexicain, c'est plutôt oui, on souscrit, on adhère finalement et on est solidaire de ces revendications. Par contre, on ne veut pas de la lutte armée. Donc le ZLN, 12 jours après le début de l'insurrection, finalement, va abandonner les combats, renoncer donc à la voie armée et engager des négociations avec l'État mexicain, qui sont des négociations qui d'ailleurs n'ont jamais abouti réellement à ce jour. Autre chose qui est très important, de mentionner, c'est qu'avec cette insurrection qui démarre en janvier 1994, va s'enclencher un vaste mouvement de récupération de terres par les populations indigènes. Ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, la dimension agraire du conflit est très importante. Et là, ce qui se produit, il y a un climat un peu d'instabilité politique qui est favorable, je dirais, à des mouvements massifs d'occupation de terres dans certaines régions du Chiapas, parfois des propriétaires qui vont abandonner par peur du conflit leurs propriétés, qui vont ensuite être récupérées par des communautés zapatistes ou non zapatistes d'ailleurs. Voilà. Alors ensuite, je vais passer à la diapositive suivante. Autre aspect important, donc le soulèvement zapatiste, c'est un soulèvement qui connaît à cette époque-là un écho très très fort au niveau international. Dans de nombreux pays, notamment en Europe. Alors, plusieurs raisons ont été invoquées souvent par les spécialistes du zapatisme et les observateurs du mouvement pour expliquer cet écho. La première explication qui vient à l'esprit parfois, c'est la présence d'un leader charismatique, qui est le sous-commandant Marcos, qui fait partie justement, lui, de ces militants, de ces activistes urbains, plutôt originaires de la ville de Mexico, il me semble. Alors, j'ai un doute sur son origine, je crois qu'il vient de Mexico. En tout cas, s'il n'est pas de Mexico, il a fait ses études là-bas. Et donc, parfois, on attribue le succès du zapatisme au charisme de ce leader qui a produit d'ailleurs de nombreux textes qui ont été traduits dans le monde entier. L'autre argument qui vient parfois, c'est celui selon lequel l'émergence du mouvement zapatiste coïncide avec les débuts d'Internet. Et donc, certains observateurs ont qualifié le mouvement zapatiste de cyberguérilla, c'est-à-dire d'une guérilla qui a su bien utiliser finalement les nouveaux outils que fournissait Internet en émergence à cette époque-là. Il faut savoir que c'est aussi le soulèvement zapatiste, un moment fondateur dans la création, l'émergence du mouvement altermondialiste. Et ça se traduit aussi par un aspect important qui est, il faut bien intégrer ça pour comprendre le succès du mouvement, c'est que le zapatisme, à ce moment-là, le ZLN, a un discours très ouvert, très inclusif, très fédérateur. C'est pas du tout. Alors, il y a à la fois une forte dimension locale, une dimension indigène qui est importante, mais quand on regarde les communiqués de le ZLN, alors je ne vais pas le lire intégralement, là il est en espagnol, je vous donne quelques idées un petit peu. Donc c'est le sous-commandant Marcos donc, qui s'exprime dans ces termes en disant Marcos est à la fois gay à San Francisco, noir en Afrique du Sud, asiatique en Europe, je passe certaines choses hein, parce que ce serait trop long, anarchiste en Espagne, palestinien en Israël, indigène dans les rues de San Cristobal, éditeur marginal, ouvrier sans emploi, j'en passe encore, dissident face au néolibéralisme, et bien sûr zapatiste dans le sud-est mexicain. Marcos est un être humain, cualquiera, c'est-à-dire n'importe quel être humain dans ce monde, et Marcos représente toutes les minorités opprimées qui résistent en disant ya basta. Donc ya basta en espagnol, ça veut dire donc ça suffit quoi. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a un mouvement qui va avoir très rapidement un discours très ouvert, finalement, qui va pouvoir être récupéré et que de nombreux collectifs dans le monde vont pouvoir s'approprier.
au point qu'une chercheuse spécialiste du mouvement zapatiste, qui est Guiomar Rovira, dont j'ai mis une citation dans la diapositive, dit qu'à ce moment-là, les indigènes deviennent une sorte de métaphore des exclus du modèle global. Voilà, ça, c'est différents éléments qui permettent d'expliquer un petit peu l'écho que va rencontrer le zapatisme à ce moment-là. Je pourrais en citer d'autres, mais je vais peut-être raccourcir un peu là-dessus, sur cette partie-là. Il faut aussi savoir que le zapatisme, c'est un des premiers mouvements social de grande ampleur qui intervient juste après la chute du mur de Berlin, à un moment où la gauche internationale est en demande justement de nouveaux modèles et de nouveaux horizons. Pour vous donner une idée un petit peu de cet écho, alors là c'est intéressant, la photo que j'ai mise c'est un graffiti, enfin une fresque sur laquelle on peut lire Zapata vive, Chiapas en el corazón, donc une fresque, une peinture murale donc de solidarité avec le mouvement zapatiste. Alors ça, c'est pas du tout une photo que j'ai prise au Chiapas lors de mes enquêtes de terrain, c'est une photographie que j'ai prise il y a quelques mois, fin 2020, à Trélazé. En banlieue très proche d'Angers, en me promenant tout simplement, je suis tombé là-dessus par hasard, mais donc c'est intéressant de trouver une fresque comme ça à Trélazé en 2020. Ça montre aussi le rayonnement que continue d'avoir le zapatisme dans le monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le Chiapas, à cette époque-là, va prendre une place très particulière dans l'imaginaire un petit peu globalisé, c'est-à-dire que ça va devenir une sorte de lieu emblématique, finalement, de la résistance au néolibéralisme. Et les zapatistes ont d'ailleurs beaucoup misé sur cet aspect symbolique, finalement, parce qu'ils se sont beaucoup appuyés sur cette solidarité internationale qui a joué un rôle majeur dans la construction et dans la consolidation donc, du mouvement, avec la création de comités de soutien dans de nombreux pays, des réseaux également de commerce solidaire autour de la filière du café ou de l'artisanat. Donc ça, il y a aussi un rôle économique, avec des ONG qui vont se rendre donc au Chiapas pour aller soutenir les zapatistes. Je propose maintenant d'aborder un petit peu ce qui se passe du point de vue du tourisme à cette époque-là. Alors il faut savoir que le tourisme n'était pas complètement absent du Chiapas avant le soulèvement de 1994. Cependant, il avait une place très très limitée jusqu'à la fin des années 60. Les travaux historiques qu'on peut lire sur cette époque-là montrent qu'à la fin des années 60, il y a 3 hôtels à San Cristobal. Donc, c'est vraiment pas une destination touristique. À partir des années 70, il y a ce qu'on pourrait appeler les prémices d'un développement touristique. C'est une période dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette période durant laquelle le gouvernement mexicain va s'investir davantage au Chiapas. Ça se traduit notamment par une amélioration du réseau routier avec une connexion de la ville de San Cristobal à l'autoroute panaméricaine. Et donc, San Cristobal, le Chiapas deviennent un point, je dirais, un point sur la carte un petit peu du tourisme. Alors, c'est vraiment un tourisme très embryonnaire. Ça concerne surtout des voyageurs étrangers, ce qu'on pourrait appeler un peu des backpackers, des voyageurs au long cours, des routards. Voilà, dans les années 80, il y a déjà quelques petites campagnes de promotion, notamment de la ville de San Cristobal, avec des articles dédiés dans le New York Times, par exemple, ou dans la revue National Geographic. Donc, on va voir vraiment tout début. En 1993, c'est-à-dire un an avant le soulèvement zapatiste, on a en tout 200 000 visiteurs, 200 000 touristes qui ont séjourné au Chiapas, ce qui est très peu quand on compare avec les plus de 7,5 millions à l'heure actuelle. 1994, donc c'est une année charnière. Il y a vraiment un avant et un après. Ce contexte d'instabilité politique lié au soulèvement zapatiste va d'abord interrompre temporairement, je dirais, la fréquentation touristique, ce qui est assez logique. Le tourisme, en général, n'aime pas l'instabilité politique. Cependant, ça ne va pas durer longtemps et la fréquentation va repartir à la hausse très, très rapidement, notamment le tourisme international, avec justement des voyageurs européens sympathisants du mouvement zapatiste qui sont dans cette recherche à la fois d'altérité culturelle, mais d'altérité politique aussi, et qui souhaitent aller à la rencontre du mouvement zapatiste. Et donc, il y a des flux touristiques qui vont se développer à cette époque-là, donc deuxième moitié des années 90, vers notamment les zones de conflit. Les zones de conflit qui sont situées dans la partie est, notamment du Chiapas, le nord et l'est du Chiapas. Les zapatistes eux-mêmes vont contribuer à l'amplification de la fréquentation touristique. Pour préciser un petit peu ce que j'ai dit juste avant, il faut comprendre que pour les zapatistes qui ont renoncé à la voie armée, mais qui sont toujours en conflit contre les autorités mexicaines, avec des négociations politiques qui sont très très difficiles à ce moment-là, pour le ZLN, finalement, la présence de voyageurs étrangers au Chiapas est vue comme une protection face à la répression, justement, dont ils peuvent faire l'objet,
soit de la part de l'État, soit de la part de groupes paramilitaires qui opèrent au Chiapas à cette période. Ceux qui connaissent un petit peu le Mexique se rappelleront du massacre d'Acteal, notamment en 97, où un groupe paramilitaire avait massacré 45 personnes dans un village des hautes terres du Chiapas. Donc voilà, il y a un enjeu stratégique à maintenir, je dirais, une présence internationale dans les zones de conflit. Et donc le ZLN, l'Armée zapatiste de libération nationale, en collaboration avec des ONG notamment, va organiser en quelque sorte cette présence de voyageurs étrangers, qui se traduit notamment par la création de campements civils, ce qu'on appelle des campements civils pour la paix, on appelle ça les campamentos, donc avec des jeunes qui vont aller séjourner à proximité des villages zapatistes, avec la création aussi de brigades de volontaires internationaux qui vont se rendre dans les zones de conflit. Et puis, ça c'est un aspect important, des grands événements. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans le cadre d'un événement, le FIT, mais les zapatistes sont aussi des professionnels de l'événementiel, d'une certaine manière, on pourrait dire, avec très tôt des grandes rencontres qui ont été organisées, notamment en 96, 2 ans après le soulèvement donc, armé. Une première rencontre qui est devenue célèbre, qui est la rencontre intercontinentale pour l'humanité et contre le néolibéralisme. Donc une rencontre organisée dans un village zapatiste, en gros, qui va rassembler à cette époque 3000 participants originaires de 40 pays. Ces rencontres, alors celle-là c'est la plus connue et c'est la première, je dirais, le grand sommet qui a été organisé au Chiapas, mais il y en a eu régulièrement. Alors la photo que j'ai mise sur la diapositive, ce sont les célébrations pour la Journée mondiale de la femme, auxquelles j'ai pu assister en 2009, donc ça c'était le 8 mars 2009, dans ce qu'on appelle le Caracol d'Oventic. Les caracoles, ce sont les lieux où siègent les autorités rebelles, les autorités zapatistes. Donc ça c'était 2009. On pourrait citer également en 2010 le centenaire de la Révolution mexicaine. On pourrait citer en 2012, vous savez que 2012 était une date importante dans le calendrier maya, et donc il y a eu toute une espèce de mythologie qui a émergé à cette époque-là, enfin de mystique autour de la fin du monde selon le calendrier maya. Pour faire très simple, hein, mais c'est très réducteur ce que je dis là, mais donc en tout cas 2012, donc il y a un autre événement qui est organisé, en 2014 également pour célébrer le 20e anniversaire de l'insurrection. Donc c'est très difficile de quantifier cette présence de voyageurs étrangers, mais néanmoins il y a un flux permanent, je dirais, de voyageurs sympathisants du mouvement zapatiste au Chiapas, pour lesquels, donc en gros, la ville de San Cristobal va être une sorte de point de chute, et puis ils vont ensuite graviter autour de San Cristobal et aller donc dans les communautés zapatistes de différentes régions du Chiapas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette période-là, le zapatisme va s'inscrire dans le paysage touristique, va vraiment s'intégrer dans un nouveau paysage qui émerge, avec ce que j'ai parfois appelé un tourisme politique, un tourisme militant, on pourrait l'appeler de différentes manières. Quelques exemples un petit peu emblématiques sur cette photographie, donc le Café Revolution, qui se trouve à San Cristobal de las Casas, qui est un lieu très bien connu des backpackers et des touristes sympathisants du zapatisme. À une époque, je crois que c'est Manu Chao qui s'était produit dans cet établissement en donnant un concert. Sur la photo du milieu, vous pouvez voir un exemple d'artisanat zapatiste avec des petites figurines, des porte-clés à l'effigie notamment des femmes zapatistes avec la cagoule justement qui symbolise l'appartenance au mouvement zapatiste. Et puis sur la photo de droite, donc un centre culturel très connu, qui a fermé ses portes il y a quelques mois maintenant, mais qui était le centre culturel Tierra Dentro. Donc c'est un café-restaurant autour duquel il y a des locaux commerciaux, mais par exemple la boutique que vous pouvez voir dans le fond, c'est un local commercial dans lequel une coopérative de femmes zapatistes vend notamment de l'artisanat. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu le type de tourisme qui émerge à cette époque-là, qui est un tourisme évidemment qui n'existait pas avant. Il y a je dirais une expression qui a vu le jour, on parle parfois de zapatourisme. Même les zapatistes eux-mêmes ont parfois un petit peu ironisé en parlant du zapatur, le zapatour, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui est nouveau et qui émerge à partir des années 90, donc au Chiapas. Chose intéressante, c'est que pour les autorités même publiques, hein, pour le ministère du Tourisme, il y a eu, à ce moment-là, le zapatisme devient un élément à prendre en compte dans les politiques de développement touristique. Et donc là, c'est une citation que j'ai traduit en français, donc qui est extraite d'un séminaire organisé par le ministère du Chiapas, le ministère du Tourisme, pardon, de l'État du Chiapas en 2001. Et donc la formule est intéressante, hein, qui dit donc à ce moment-là que ce même conflit est devenu une source d'intérêt pour les touristes, essentiellement européens, qui visitent de manière constante les zones de conflit. Aujourd'hui, la présence de l'EZLN représente une valeur ajoutée tant pour le tourisme national qu'international,
et constitue un élément à prendre en considération dans le cadre des politiques d'aménagement touristique ainsi que dans les parcours de formation des professionnels du tourisme. Donc c'est intéressant de voir que même de la part des autorités, il y a une prise en compte de cet élément dans les politiques touristiques. Je vois l'heure qui tourne, je vais peut-être accélérer un petit peu. D'ailleurs, c'est à partir de 1996, 2 ans après le soulèvement zapatiste, c'est aussi à cette période, par exemple, c'est cette année-là, 1996, que l'on situe la création d'un ministère du tourisme pour l'État du Chiapas, chose qui n'existait pas avant. Je vais donc du coup, oui, je vais peut-être accélérer un petit peu. Donc ça, là, on est à la fin des années 90, à peu près. Tu as le temps, Clément, prends le temps. Hein. Ok. Ça, on est donc à la fin des années 90. À cette époque-là, on est surtout sur du tourisme international. Finalement, ce sont les étrangers, les internationaux qui sont les premiers à retourner au Chiapas après l'insurrection zapatiste, sachant que pour les autorités mexicaines, l'idée, c'est quand même pas d'abandonner le tourisme du Chiapas, finalement, au seul mouvement zapatiste. Et il y a l'idée aussi de promouvoir autre chose, notamment pour le tourisme domestique. J'ai expliqué tout à l'heure qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est le tourisme des Mexicains qui est majoritaire. Et donc là, il va y avoir un certain nombre d'actions qui vont contribuer à inverser un petit peu la tendance à partir du début des années 2000. Par exemple, je pourrais prendre quelques exemples. Donc là, à partir des années 2000, les autorités vont choisir de mettre en avant d'autres arguments pour promouvoir le Chiapas, notamment le tourisme de nature, le tourisme d'aventure, le patrimoine culturel également, plutôt pour le marché domestique. La ville de San Cristobal, par exemple, San Cristobal de las Casas, va faire l'objet en 2003 d'une certification à travers l'obtention du label Pueblos Mágicos, ce qui est important hein, pour le marché intérieur mexicain. C'est un petit peu comme le patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, mais à l'échelle plutôt mexicaine. En 2006, il va y avoir un partenariat entre les autorités du Chiapas et puis la chaîne de télévision TV Azteca, qui est le leader, la principale chaîne de télévision au Mexique à cette époque-là, pour promouvoir justement le tourisme de nature et d'aventure. En 2006, on va avoir l'ouverture de l'aéroport de Tuxtla Gutiérrez, donc la capitale du Chiapas, qui se situe pas très loin de San Cristobal, avec des vols intérieurs vers la ville de Mexico, vers la ville de Guadalajara, de Monterrey, de Cancún aussi. Donc on a des liaisons aériennes qui commencent à se développer. Et donc, début des années 2000, on va observer une très forte hausse finalement du tourisme, plutôt là pour le coup du tourisme domestique. Chose nouvelle par contre et qui va se produire à partir des années 2000, c'est pour la première fois aussi l'idée que pourraient se développer au Chiapas des projets touristiques de grande envergure. Notamment, donc on voit sur cette carte, une carte du Chiapas sur laquelle vous pouvez voir la ville de San Cristobal, à peu près au centre de l'État. Vous pouvez voir également la zone nord sur laquelle j'ai représenté donc la ville de Palenque, voilà, où se situent les ruines mayas, le site archéologique de Palenque. Et autour de Palenque, donc des sites écotouristiques importants avec les cascades d'Agua Azul, les cascades de Misolja, les cascades d'Agua Clara également. Donc il y a un certain nombre de lieux hautement touristiques dans les environs de la ville de Palenque. Et donc pour la première fois, le gouvernement mexicain va imaginer un méga projet qu'on appelle au Mexique un centre intégralement planifié. Le centre intégralement planifié Palenque Cascade d'Agua Azul, avec un méga projet de plus de 20 000 hectares à peu près, qui est envisagé à cette époque-là, et qui s'associe à la création d'une autoroute qui relierait Palenque à San Cristobal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour parcourir en voiture, pour faire le trajet San Cristobal-Palenque, il faut 6 heures de route pratiquement. Donc l'idée, c'est de créer une autoroute qui permettrait de faire ce trajet en 2 heures à peu près, 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça, c'est un projet qui voit jour au début des années 2000 et qui s'inscrit dans une logique qui est celle de ce qu'on appelle à l'époque le plan Puebla-Panama. Puebla, donc c'est une ville qui se situe au sud de la ville de Mexico, et donc c'est aussi un État du Mexique. Et l'idée, c'est en fait un projet d'intégration économique, une zone de libre-échange qui partirait de la ville de Puebla et qui irait jusqu'à l'isthme de Panama. De la même manière que le nord du Mexique s'est industrialisé beaucoup, donc avec l'ALENA et a des relations fortes avec l'Amérique du Nord, avec les États-Unis, avec le Canada. L'idée là, c'est d'avoir un projet qui est tourné vers l'Amérique centrale et qui est un projet de développement économique, d'intégration économique, basé sur le libre-échange, bien entendu, et dans lequel le tourisme est un axe prioritaire. Et donc dans ce contexte-là, on a un premier projet qui émerge et donc qui n'a jamais vu le jour, j'expliquerai après pourquoi, mais donc au début des années 2000. Ce qui est très important, donc vous voyez sur cette carte, j'ai indiqué en rouge, donc avec des étoiles rouges, les principaux lieux, donc ce que j'ai appelé les caracoles tout à l'heure, donc qui sont les lieux où siègent les autorités zapatistes. Ça vous permet de voir un petit peu la présence zapatiste. Chaque caracol
gère une zone, une région du Chiapas. Et puis, donc j'ai indiqué également là où se trouvent les principaux conflits liés au développement du tourisme, que je situe plutôt dans le nord de l'État. Pourquoi cette carte est importante? C'est parce que je vais la mettre en parallèle avec cette deuxième carte finalement, sur laquelle on voit là encore le Chiapas. Et j'ai parlé tout à l'heure finalement des revendications agraires, foncières du mouvement zapatiste, qui ont engendré finalement, qui ont provoqué dans les années qui ont suivi l'insurrection de 94, un processus donc de récupération de terres. Et donc on peut voir ici en hachure finalement les espaces au Chiapas où ces tensions foncières et ces récupérations de terres ont été les plus importantes. Et on voit qu'il y a une coïncidence. Les municipalités qui apparaissent ici avec des hachures noires épaisses sont celles où les terres récupérées par les zapatistes ou par des communautés qui ont fait le choix enfin, elles ne sont pas toutes zapatistes, hein, mais il y a beaucoup de communautés indiennes rurales qui ont à ce moment-là occupé des terres. On parle de dizaines, voire de centaines de milliers d'hectares. Donc, ce sont des quantités de terres qui sont très importantes, mais donc ça coïncide finalement avec une des zones, en tout cas, où les ressources touristiques sont très, très importantes. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, presque plus de 25 ans après le début du mouvement zapatiste, eh bien, cette question de l'occupation de la terre, du statut légal de la terre, n'a jamais été réglée. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de légalisation, de régularisation de la tenure du sol dans ces espaces-là. Donc on imagine bien que l'apparition de nouveaux enjeux avec une valorisation de ces terres par le tourisme eh bien, ne peut que exacerber, on va dire, ces tensions foncières dans les zones concernées. Donc ce projet, il a fait l'objet d'un mouvement d'opposition extrêmement fort de la part à la fois des communautés zapatistes, mais aussi de la société civile, qui l'a dénoncé comme une sorte de méga-projet inutile, voilà, et qui symbolise un petit peu voilà, l'ennemi juré, on va dire, du zapatisme, c'est-à-dire le capitalisme néolibéral avec l'arrivée d'investisseurs très importants. Donc finalement, ce projet n'a jamais vu le jour. Il existe sur le papier, on va dire, mais il n'a jamais été mis en œuvre. Et par ailleurs, ça c'est au niveau des revendications peut-être liées à la terre, à la propriété du sol, mais ce ne sont pas les seules revendications qui existent. Il y a aussi celles qui sont liées au contrôle finalement et à la gestion des sites archéologiques que les populations indigènes mayas considèrent comme étant leur patrimoine historique et qui sont au Mexique administrés par un institut gouvernemental qui est l'INA, l'Institut national d'anthropologie et d'histoire. Et donc, il y a des revendications aussi de la part des communautés indiennes de pouvoir bénéficier finalement de la manne économique générée par l'exploitation touristique de leur patrimoine, donc de ces sites archéologiques. Ça a parfois d'ailleurs été à l'origine de tensions très fortes. Hein, en 2008, dans le site archéologique de Chinculti, il y a eu une opération de police qui a visé à déloger finalement une communauté qui occupait le site archéologique, et ça s'est traduit par un solde de 6 morts. Donc ça a été un affrontement assez violent en 2008, mais ça donne une idée, je dirais, des tensions qui peuvent exister. J'ai dit que ce projet de Tramaya, donc, il n'était plus d'actualité, mais cependant, cette problématique, elle a été réactivée récemment avec l'émergence d'un nouveau projet qui est celui du Tramaya. Oui, j'ai parlé du site, du centre touristique de la zone de Palenque, c'est ça. Mais depuis 2018, donc, et l'élection de Andrés Manuel López Obrador, donc l'actuel président mexicain, on a vu donc le gouvernement actuel fait aujourd'hui la promotion d'un vaste projet dont j'en ai parlé tout à l'heure de réseau ferroviaire dans le sud-est du Mexique. Et on voit sur la carte ici que ce projet donc, ferroviaire, il arrive jusqu'au Chiapas justement et jusqu'à la région de Palenque. Donc une des hypothèses qu'on peut faire à ce jour, même si c'est encore peut-être trop tôt pour le dire, mais c'est que ce projet vient en quelque sorte réactiver, je dirais, les tensions qui existaient déjà autour des enjeux touristiques dans cette partie du Chiapas. Je vais entrer un petit peu, pour terminer cet exposé, dans le détail de cette conflictualité locale liée au tourisme. Ça me paraît important. À travers quelques exemples, je pourrais en citer beaucoup d'autres, mais j'ai choisi celui d'Agua Azul, des cascades d'Agua Azul, puisqu'il s'agit d'un des lieux les plus visités, donc de la zone nord du Chiapas. C'est un lieu qui fait l'objet de tensions importantes aujourd'hui. Pour vous donner une idée, Agua Azul, c'est à peu près 400 000 visiteurs par an à l'heure actuelle. Avant la crise sanitaire, bien entendu, les chiffres que j'avance sont de 2019. Donc on imagine bien qu'il y a, il y a un impact environnemental aussi, que je ne développerai pas aujourd'hui cette problématique-là, la problématique environnementale, mais on imagine les retombées financières liées à la fréquentation de ce site. Ce qui est intéressant, c'est que ces cascades d'Agua Azul, jusqu'aux années 50, elles étaient occupées, en tout cas les bordures de cette rivière, donc de cette cascade, par un domaine agricole finalement, avec une grande propriété dans laquelle on pratiquait l'élevage bovin et puis la culture du cacao et du café. Typiquement, le schéma
du Chiapas à cette époque-là, donc avec une population locale d'employés agricoles finalement au service finalement d'un grand propriétaire terrien. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, les populations locales, donc ce sont des indigènes tseltal, donc les tseltal, c'est un groupe culturel et linguistique qui appartient plutôt à la famille des Mayas, à la culture maya. Et donc les populations d'Aguasul, dès les années 50, vont entreprendre de demander à l'État mexicain l'attribution de ces terres dans le cadre de la réforme agraire. Ils n'ont jamais pu obtenir satisfaction parce que le propriétaire terrien à cette époque-là a entrepris des recours en justice pour éviter d'être justement dépossédé de son domaine. Cependant, à la fin des années 70, au moment d'une succession, finalement, eh bien, les nouveaux propriétaires ont ont réalisé une donation finalement en faveur de ces anciens employés agricoles. On parle d'un domaine d'à peu près de 500 hectares qui va être reçu par les populations locales de la part donc de l'ancien propriétaire de ce domaine, fin des années 70. Ça coïncide à un moment aussi avec un moment où il y a des enjeux de protection environnementale qui émergent et où justement il y a des restrictions qui sont mises en place concernant la pratique de l'agriculture. Ce qui est important, c'est à ce moment-là, finalement, les populations locales vont en quelque sorte réactiver leurs demandes auprès du gouvernement mexicain pour obtenir une dotation foncière sous la forme de ce qu'on appelle un ejido, j'en ai parlé tout à l'heure, donc d'une propriété collective de la terre. Ça, ce sont des démarches au Mexique qui prennent des années, voire même des décennies. Souvent, ce sont les parents qui entreprennent ces démarches-là et puis les enfants qui vont en bénéficier, tellement les délais administratifs pour ces procédures sont longs. Et en particulier au Chiapas, c'est des procédures qui peuvent s'étaler sur 20 ou 30 ans. Donc la population va réactiver cette démarche-là. Malheureusement, j'en ai parlé tout à l'heure, en 92, il y a cette fameuse réforme qui va mettre fin à la réforme agraire et donc qui va mettre un coup d'arrêt à cette procédure. Donc en quelque sorte, les populations actuelles d'Aguasul, elles ont l'usage et la possession de ces terres-là. Elles ont même un document qui atteste de cette donation, mais elles n'ont jamais pu aller au bout de ce processus juridique de transformation de ces terres en ejido, puisqu'en 92, donc, la réforme agraire s'arrête. Par ailleurs, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'elles ont aussi arrêté de pratiquer l'agriculture dans certaines parties des cascades d'Aguasul, parce que justement, les nouvelles restrictions environnementales ne le permettent plus. Donc aujourd'hui, il y a un projet de reforestation qui a été mis en place, et avec la mise en place de sentiers écotouristiques, mais aussi de services environnementaux fournis par les communautés qui sont rémunérés donc, par l'État pour ça. Et dès la fin des années 70, donc, il y a une coopérative de tourisme qui est mise en place à Aguasul, avec voilà, des restaurants qui émergent, etc. Et c'est porté par la communauté locale. En 94, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on a le soulèvement zapatiste, on a cette espèce de Big Bang concernant au niveau de la propriété du sol, avec des occupations de terres considérables. Et dans les années qui suivent, donc vers 2003 à peu près, même ça c'est même pas à peu près, c'est exactement en 2003 que ça se produit, il y a un groupe d'à peu près 300 familles zapatistes finalement qui arrivent et qui s'établit dans cet espace finalement proche des cascades d'Aguasul, dans lequel avait été mis en place un projet de reforestation. Donc il y a un conflit qui va s'engager entre le groupe de 300 familles zapatistes qui s'établit à cet endroit-là, et puis l'autre communauté qui, elle, avait reçu ces terres historiquement, qui sont en fait les descendants des employés agricoles de ce domaine qui ont reçu les terres quelques années auparavant. Donc on a des groupes, en fait, là on est dans un conflit entre communautés qui ont d'obédiences politiques différentes, avec une montée en tension progressive au début des années 2000 pour le contrôle donc, du site d'Aguasul, où il y a des revenus touristiques qui sont considérables. En 2006, on a la population, la communauté d'Aguasul qui va s'affilier politiquement à un groupe, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à un groupe politique finalement pro-gouvernemental qui a été créé d'ailleurs par un ancien paramilitaire anti-zapatiste qui est bien connu pour ses actions violentes à la fin des années 90. Donc en fait, on a vraiment un processus de politisation locale à Aguasul, avec deux communautés finalement d'obédience soit zapatiste, soit anti-zapatiste, on va dire, et des conflits récurrents en fait. Alors un peu moins ces dernières années, mais au début des années 2000 jusqu'à 2010-2011, c'était vraiment flagrant à cause justement de cette incertitude aussi juridique quant à la propriété du sol, renforcée par l'enjeu finalement que représente l'exploitation touristique des cascades. Autre chose importante, donc j'ai parlé de la question de la propriété foncière, mais c'est pas la seule, il n'y a pas que la propriété du sol qui est un enjeu ici, c'est aussi le contrôle finalement de l'accès, des points d'accès aux sites touristiques. Parce que ces points d'accès, donc on peut voir ici ces petites cabanes finalement qui se situent à l'entrée des sites touristiques, c'est l'endroit où les touristes vont s'acquitter en fait d'un droit d'entrée pour pouvoir accéder aux sites touristiques. Là encore, j'ai pris le cas d'Aguasul, mais je pourrais en citer plusieurs autres,
Donc ce sont des points stratégiques parce que c'est là que les retombées économiques du tourisme sont les plus importantes. En tout cas, elles sont très importantes à cet endroit-là. Ces retombées économiques, donc, elles bénéficient aux communautés qui contrôlent l'espace dans lequel se situe l'accès finalement au centre touristique. Or, pour pouvoir accéder au site touristique, eh bien, vous imaginez bien que les touristes, dans leur minibus, finalement, doivent traverser d'autres terres qui appartiennent à d'autres communautés qui, elles, ne bénéficient pas en fait, du développement touristique et n'en perçoivent finalement que les nuisances, c'est-à-dire des véhicules qui passent toute la journée, qui ne vont générer aucune activité économique finalement qui bénéficie à ces communautés-là. Et donc ce qui se passe en général, c'est que ces communautés, elles estiment qu'il n'y a pas de raison qu'elles n'en bénéficient pas du tourisme, mais elles instaurent d'autres péages, en fait, d'autres cabanes dans lesquelles les touristes vont payer à nouveau, ou plutôt même avant d'arriver donc au site touristique, l'accès au site touristique. Et donc il y a de nombreux sites avant d'arriver auxquels il faut payer 2 fois, voire 3 fois le droit d'entrée en fonction des communautés que l'on va traverser. Alors là, j'ai pris un exemple, c'est justement, on a deux points d'accès. Donc on a le centre écotouristique d'Aguassul, l'endroit à gauche officiel où on paye l'entrée pour accéder au site, et à droite, on voit un même point d'entrée qui avait été mis en place par du coup la partie de la communauté qui est proche, plutôt sympathisante du mouvement zapatiste, et qui a été démantelé par, comme on peut le voir sur cette photo, par l'armée et la police en 2011. Donc ça, ce sont des points de tension très très forts, l'accès au... voilà. J'ai mis ici une autre photographie où on voit une pancarte à l'entrée d'Aguassul, où on nous dit que la communauté indigène Tseltal, donc qui contrôle la coopérative d'écotourisme des cascades d'Aguassul, n'est pas responsable des paiements qui auraient été effectués avant d'arriver au site, finalement, avant d'arriver à ce lieu, donc par des prélèvements qui auraient été faits par d'autres acteurs, d'autres personnes, d'autres communautés, finalement, qui auraient été rencontrées avant d'arriver au site. Donc là, j'ai mis un exemple. Vous voyez, par exemple, là, j'ai pris Aguassul, mais j'aurais pu en prendre d'autres, comme ici Agua Clara, qui est un autre site écotouristique. Et vous voyez qu'il y a le ticket officiel pour payer l'entrée au site en haut, là, dont il faut s'acquitter quand on arrive au centre écotouristique. Et en bas, on voit le ticket qui a été payé pour l'accès au même site, mais cette fois aux autorités zapatistes que l'on rencontre sur le chemin, finalement, avant d'arriver au site. Donc ça, c'est vraiment une source de tension très forte. Il y a à la fois, je dirais, la dimension foncière, la propriété du sol, mais il y a aussi le contrôle de ces points d'accès. Voilà. Parfois même, ce sont des conflits internes au sein d'une communauté lorsque un groupe va accuser l'autre, finalement, de faire main basse un petit peu sur la manne financière et qui n'est pas une gestion transparente, finalement, des retombées du tourisme. Ça peut être source de tensions très violentes au sein des communautés également. Donc pourquoi j'ai tenu, pour terminer cette présentation, à faire un zoom un petit peu, un focus sur ces exemples, c'est parce qu'ils permettent justement de sortir un peu de cette vue d'en haut, je dirais finalement, cette vue un peu schématique des projets touristiques qui s'opposent finalement à la présence du mouvement zapatiste ou l'inverse finalement au Chiapas, et pour montrer qu'on a en fait une conflictualité qui est très complexe au sein même des populations du Chiapas, autour de cette question donc, de la manne économique générée par le tourisme. En guise de conclusion, juste quelques mots. Donc, pour revenir un petit peu au titre de cette conférence, j'ai dit tout à l'heure que le zapatisme, le mouvement zapatiste avait un rapport ambigu avec le tourisme. C'est-à-dire que d'un côté, il a en quelque sorte contribué à développer, le conflit social du Chiapas a contribué à générer de l'activité touristique, mais en même temps, ce développement touristique alimente à son tour cette conflictualité en faisant apparaître de nouveaux enjeux finalement autour du contrôle de cette activité. Je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux aussi pour le mouvement zapatiste, c'est alors, est-ce que le tourisme est une menace ou est une opportunité pour les communautés locales? C'est difficile d'avoir une réponse globale à cette question. Ce qui est certain, c'est que le mouvement zapatiste est confronté aussi à la nécessité de répondre aux besoins matériels des communautés d'obédience zapatiste. Et donc, le tourisme, dans certains cas, peut être aussi un moyen de générer de l'économie. Et donc, il y a des communautés zapatistes aujourd'hui qui ont développé des projets avec une gestion communautaire conforme, je dirais, à l'idéologie zapatiste. Donc, en fait, il y a vraiment un enjeu là, autour de l'économie touristique, finalement, au Chiapas aujourd'hui. Maintenant, on arrive à la fin du temps de l'exposé, donc je ne vais pas pouvoir développer cet aspect-là davantage. Mais donc, c'est vraiment, et je pense que dans les années à venir, ça continuera à être un enjeu de lutte assez vive et assez intense, notamment dans cette partie du Chiapas. Philippe, je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps, on est déjà à la fin. Merci Clément pour ta présentation. Donc, peu importe le temps, c'était très intéressant et ça permet bien de faire le point et de comprendre un petit peu les enjeux autour de
du Chiapas et du développement touristique. Alors, comme je l'avais dit en introduction de cette conférence, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Et si oui, merci de les mettre dans le chat pour que je puisse les relayer à Clément. Et alors, en attendant que les questions arrivent, Clément, bah justement, est-ce que tu peux développer ce que tu n'as pas pris le temps de développer, puisque tu disais que tu n'avais pas le temps sur cette actualité? Et c'est ça aussi qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'est comment je veux dire, un mouvement et des tensions qui sont anciennes, structurées, où il y a sans doute des générations d'acteurs qui se succèdent les uns après les autres, où il y a des choses qui se sont envenimées. Donc là, et en plus avec la Covid qui crée quand même des tensions, qui doit même exacerber les tensions, puisque finalement l'absence de touristes aussi crée une nouvelle tension dans la tension. Donc est-ce que là-dessus, tu peux nous faire un petit retour sur l'actualité de ce mouvement et de ses rapports avec le tourisme? Alors, sur l'actualité immédiate, je dirais, de cette question-là, j'ai pas l'impression, alors je suis pas retourné au Chiapas récemment, mais dans la presse, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu des affrontements violents ou des tensions violentes comme à l'époque ces derniers mois ou depuis quelques années là. En tout cas, dans les conflits entre les communautés. Par contre, ce qui ressort, c'est qu'il y a une mobilisation qui commence à s'effectuer autour du train Maya, donc voilà, qui est un l'autre projet dont j'ai parlé tout à l'heure, avec donc qui devient une sorte, de la même manière que le centre touristique de Palenque avait été une sorte de bannière politique à cette époque-là, bah, c'est en train de devenir une bannière politique du coup, pour les opposants, notamment à ce projet. Voilà, donc je ne sais pas quel sera l'avenir de ce projet-là, s'il pourra voir le jour ou pas dans ce contexte-là. Après, la grosse différence, c'est que en fait, le train Maya, il arrive au Chiapas, mais il ne rentre pas vraiment dans le Chiapas. Il s'arrête à Palenque. Et donc peut-être qu'il y a une chance qu'il puisse se mettre en place à ce moment-là. Ce que je n'ai pas eu le temps de développer, qui me semble très important, c'est qu'au-delà, je dirais, dans le zapatisme, il y a un élément qui a souvent été pointé comme un point, peut-être un point faible du zapatisme, mais je pense que c'est un enjeu majeur pour ce mouvement-là. C'est la dimension économique, finalement, le développement économique qu'il est capable d'apporter. Alors, il y a des projets qui voient le jour autour de l'agriculture, autour avec des coopératives, d'artisanat. Il y a des choses importantes en matière de santé, en matière d'éducation, c'est très important. Mais le tourisme ne peut plus être évident. C'est une question qu'on ne peut plus occulter aujourd'hui. C'est devenu un aspect dont il faut se saisir parce que voilà, c'est un aspect incontournable maintenant de la vie économique. Il faut rappeler, donc j'ai parlé de la pauvreté tout à l'heure, mais donc il faut bien comprendre que les communautés parfois zapatistes sont des communautés où il n'y a pas de services basiques, hein. Il n'y a pas des fois même d'eau courante ou de tout à l'égout. Donc c'est vraiment des conditions. Il peut y avoir des problèmes sociaux extrêmement importants. Donc pour les populations qui vivent dans ces villages où il y a des ressources touristiques, des cascades, des choses comme ça, c'est très tentant finalement de développer des projets. Et donc le zapatisme ne peut pas avoir une posture qui soit entièrement opposée au tourisme aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il verrait finalement partir peut-être une partie des populations qui, elles, souhaitent exploiter. Et donc, ces sites. Et donc ce qui est intéressant, c'est que le zapatisme, dans son projet, enfin, peut-être pas toutes les communautés zapatistes, mais il y a une vraie réflexion autour du tourisme aujourd'hui, d'intégrer donc à la fois un discours de dénonciation vis-à-vis du tourisme de masse, etc., qui pourrait arriver, mais aussi une volonté de développer des projets. Alors la grande difficulté pour moi, c'est la question de la propriété du sol, parce que comme il y a eu un flou juridique, un flou cadastral très important, ben, la seule manière d'accéder au sol, c'est la force. En fait, c'est le rapport de force physique, qui peut parfois être maintenu pendant quelques mois, mais qui fera tôt ou tard l'objet d'une expulsion par la police ou par les forces de l'ordre, ou par des communautés armées voisines, hein, qui, elles, veulent reprendre le contrôle du site. Donc ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour le mouvement zapatiste à s'approprier cette question-là du tourisme. Et, enfin, ils l'ont déjà fait, mais à continuer à le faire, en tout cas, dans les années à venir. Alors, il y a une question de Johan Vincent. Quand sont apparus les péages pour accéder aux sites touristiques et voyait-on ce genre de pratique lors du succès touristique zapatiste post-94? Alors ça, ces sites-là, il y a une activité touristique depuis plus longtemps. Parfois, c'est antérieur à 94, même il y a parfois une petite activité touristique. Après, l'émergence de ces doubles péages, en fait, alors, je ne peux pas le situer dans le temps pour tous les projets, mais parfois, ça remonte à des conflits internes. Par exemple, dans le cas d'Aguasul, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la communauté, il y a ce qu'on appelle un ejido, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais qui est un très gros ejido, hein. On parle il y a 2000 ejidatarios, et chaque ejidatario, donc en général, est père de famille et marié père de famille. Donc en fait, c'est un petit village, hein. C'est plus qu'un petit village, même. On parle de plusieurs milliers d'habitants, avec des factions politiques dans cette communauté agraire qui sont différentes, hein. Il peut y avoir parfois des conflits politiques, des conflits religieux également. Et donc, les autorités agraires qui dépendaient du PRI, finalement, le Parti révolutionnaire institutionnel, ont été accusées par l'opposition au sein de cette communauté
qui elle était affiliée plutôt au PRD et puis par la suite s'est rapprochée du mouvement zapatiste, ils ont été accusés clairement de piquer dans la caisse finalement et de se servir au niveau des revenus. Enfin, il y avait une opacité au niveau. Donc c'est au moment où il y a eu des élections municipales en fait, des élections, oui, et au niveau agraire, au niveau du commissariat agraire à ce moment-là, qu'il y a eu une dispute entre factions et qui s'est envenimée. Donc ça c'est début des années 2000 quoi. Donc, ça dépend. À Missolja, on va voir la même chose. À Agua Clara aussi. Alors, ça dépend de la date de création des enjeux. Ce serait compliqué de rentrer dans le détail du contextuel, je dirais, très, très local, quoi. Mais oui, non, en général, c'est postérieur. Oui, ça arrive après. D'accord. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et en attendant, j'avais une question aussi à te poser, si certains souhaitent poser une dernière question à Clément. Là, tu parles du Chiapas, donc la problématique des communautés, de la propriété de la terre est une problématique alors qui n'est pas propre au Mexique, mais visiblement qui est quand même assez forte au Mexique. Est-ce que tu as connaissance d'autres régions du Mexique qui ont été confrontées à cette tension autour de développement touristique et propriété, provoquant en effet des tensions avec, comme tu dis, on en vient des fois un corps à corps, voire même à pouvoir faire disparaître des opposants si nécessaire. Donc voilà, avec une certaine violence. Est-ce qu'il y a d'autres régions au Mexique qui sont concernées par des phénomènes, alors peut-être pas identiques, mais avec des proximités ou des similarités? Oui, alors effectivement, le cas du Chiapas est très spécifique en raison effectivement, de la présence du mouvement zapatiste qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Cependant, maintenant, cette conflictualité, ces disputes violentes pour l'accès à la terre dans les zones touristiques, c'est une constante au Mexique depuis longtemps. Les tensions les plus violentes, d'ailleurs, ne sont pas au Chiapas. Elles sont plutôt, si on regarde dans la Riviera Maya, par exemple, ce qui se passe à Tulum, par exemple, ce qui se passe à Playa del Carmen, à Puerto Morelos, toutes ces zones-là. Donc, il y a même c'est Gustavo Marín Guardado, l'anthropologue mexicain, qui lui parle, il a écrit sur ce qu'il appelle les mafias agraires, c'est-à-dire des groupes d'acteurs qui vont faire main basse sur le foncier. Voilà, aujourd'hui, concrètement, être journaliste et enquêter sur ces questions-là, il y a une journaliste très célèbre, Lydia Cacho, qui est vraiment une des figures de proue du journalisme d'investigation au Mexique, qui vit aujourd'hui sous protection parce qu'elle a osé réaliser un documentaire sur le sujet, sur Tulum. Voilà. Il y a les personnes que je connais dans cette région-là, qui sont par exemple des avocats, me disent qu'aujourd'hui, faire des études de droit et se spécialiser en droit foncier, agraire dans cette région-là, c'est un métier à risque. Donc, effectivement, ça, c'est une constante. C'est une constante là. Dans toutes les régions, il y a des enjeux. C'est un pays, le Mexique, où les personnes qui ont le pouvoir n'hésitent pas à l'exercer de manière violente quand c'est nécessaire pour défendre leurs intérêts, quoi. Voilà. Alors, ça dépend aussi des contextes politiques locaux, etc. Mais c'est vrai, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait quasiment généraliser à toutes les zones touristiques. Très bien. Merci Clément. Bah, écoute, il n'y a pas d'autres questions qui est proposée, donc je propose de clore cette conférence et je te remercie encore pour ta participation au 4e Festival international du tourisme. De rien. Bonne fin de journée à vous. Au revoir, à bientôt. Au revoir.